Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que je reçois Romain Calvignac, le cofondateur de Rent Hunter. Rent Hunter, c'est un SaaS qui agrège tout le marché de la location aux Pays-Bas. On parle de 1500 sites web scrappés, des centaines de milliers de pages, une dynamique internationale assez folle, ce qui s'adresse à des expatriés du monde entier, le tout en anglais sur un marché néerlandais. Pourquoi je le reçois sur cette chaîne? Parce que Rent Hunter, c'est aussi un client d'Astral. On les accompagne sur toute la partie SEO technique, et croyez-moi, quand vous avez un site avec autant de pages dynamiques, autant de langues et autant de sources de données différentes, les problématiques techniques sont assez costauds. On travaille avec eux sur de l'acquisition de backlinks à l'international et sur toute la stratégie de visibilité organique pour les aider à réduire leur dépendance aux ads. Mais aujourd'hui, on va pas parler que de SEO. On va parler de business, d'acquisition, growth hacking et comment deux Français ont réussi à monter un SaaS rentable sur un marché qui n'est absolument pas là. On va parler de leur premier hack d'acquisition complètement dingue, de comment ils utilisent l'A/B testing pour piloter leurs produits et comment Claude Code a changé leur manière de bosser. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve sur YouTube, aujourd'hui on est avec Romain Calvignac qui gère une boîte qui s'appelle Rent Hunter. Donc c'est une boîte qui travaille dans l'immobilier pour aller trouver les annonces de logement et aider les gens à trouver un logement, assez simplement. Ce qui est assez fou, c'est que Rent Hunter, quand je vous en pitch comme ça, vous dites bon ok, une petite boîte sur le marché français qui va faire quelque chose de comparable à se loger ou voilà. Mais non, c'est pas le cas, on est sur le marché néerlandais et pourtant personne de néerlandophone dans l'histoire. Donc ça va être assez intéressant, on va pouvoir en discuter. Romain, est-ce que tu es chaud aujourd'hui pour nous parler de tout ça aujourd'hui? Chaud, chaud, très très chaud. Merci pour l'invite en tout cas Léo. Et ouais, chaud de vous partager tout ça et de voir un peu, de vous partager la vision, comment on a construit tout ça. Mais très très chaud. Putain, trop bien, impatient. Écoute, la première question que j'ai envie de te poser, c'est la question que tout le monde se pose. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés deux Français à monter une boîte qui fait ça sur un marché qui n'est pas du tout le vôtre? Pourquoi vous avez attaqué ce marché? Comment vous êtes retrouvés là-dessus? Et pourquoi pas la France, quoi, en fait? Carrément. Moi, à chaque fois, c'est la première question quand on me pose, quand je pitch la boîte, on me dit ouais, alors on n'est pas sur le marché français, mais on est sur le marché des Pays-Bas. On me dit mais pourquoi vous êtes allé aux Pays-Bas, quoi, les gars? Il y a cette chose à faire en France, quoi. Donc, mais finalement, c'est assez intéressant d'aller s'expatrier et voir d'autres cultures et voir d'autres manières de penser. Et souvent, on pense forcément aux États-Unis ou en Europe, mais du coup, ouais, pas mal de choses intéressantes et de spécificités sur le marché. Et en gros, comment on en est arrivé là, c'est que du coup, mon associé Fabien est allé aux Pays-Bas pour justement faire un stage de fin d'études. Et du coup, il donc un profil dev, donc un profil product, donc c'est le CTO de la boîte. Et donc, en fait, il est parti en stage là-bas, faire dans une boîte de dev. Et donc, il est arrivé un peu les mains dans les poches, c'est un mec tranquille, un mec chill. Il est arrivé aux Pays-Bas en mode c'est bon, je vais trouver un appartement assez facilement. Et il s'est rendu compte très très rapidement que c'était très compliqué de trouver un appartement aux Pays-Bas. Il y a une vraie crise du logement là-bas qui est beaucoup plus forte que celle qu'il y a en France. Les prix moyens des appartements, c'est vraiment encore plus cher que ce que tu peux trouver sur Paris. Et bah ouais, il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup d'expatriés qui viennent aux Pays-Bas parce qu'il y a pas mal de grosses boîtes qui sont implémentées là-bas pour des raisons notamment fiscales, notamment une partie du temps. Et qui fait que du coup ça recrute pas mal à l'international. Donc il y a un gros afflux d'expatriés qui vont aux Pays-Bas pour travailler, donc soit des jeunes travailleurs, soit effectivement des étudiants qui viennent type Erasmus, etc. Donc il y en a pas mal. Donc grosse demande et c'est un petit pays et donc d'un point de vue offre, il y a peu d'offres. Le marché est tendu, que ce soit politique ou économique, c'est assez tendu. Et donc en gros comment c'est passé, il a commencé à chercher un appartement, il s'est rendu compte que c'était très compliqué. Et c'est un mec un peu malin, c'est donc comme j'ai dit un dev. Et donc en fait il a compris assez rapidement que la spécificité du marché des Pays-Bas, c'est que c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Donc en fait, si tu veux trouver un appartement, il faut juste que tu sois le premier à candidater. Globalement, que tu aies un dossier qui soit OK, mais c'est vraiment important d'être le premier à candidater. Donc ce que lui, il a fait en première version du produit, du coup, c'est qu'il a créé un bot qui allait rafraîchir le top 1, on va dire, du site web de location des Pays-Bas, donc un peu le bon coin, on va dire, des Pays-Bas. Et en fait, il a fait un bot qui rafraîchissait les annonces toutes les secondes, toutes les 30 secondes, pour voir dès qu'il y avait une nouvelle annonce, il automatisait l'envoi du message avec écrit, bah voilà, coucou, je m'appelle Fabien, je cherche un appartement, etc. Donc en fait, au moment où il est arrivé aux Pays-Bas et au moment où il lance ça, il se passe un mois avant de lancer et vraiment il a une visite là, le premier mois, enfin c'est un enfer et il se dit mais jamais je vais trouver. Et il met ça en place et d'un coup là en une semaine il me dit mais j'ai chopé 3-4 visites, c'est une dinguerie, donc on s'avait un peu au téléphone, etc. Et il me dit mais c'est trop bien et tout, et donc là c'est bon, j'ai trouvé mon appart en une semaine, tu vois. Et donc là il m'appelle, il me dit Romain, je crois que j'ai un truc, il y a un vrai besoin, tu vois, c'est vraiment flow de l'entrepreneur, de ok, il y a un problème, solution, très très matrixé comme ça. Et il me dit, je crois que il y a un problème, il y a une solution, il y a une offre à créer et il y a une vraie demande de la part des utilisateurs.
Donc je pense on peut aller valider ça. Et donc en fait, on commence à développer cette features-là, qui est donc en gros, on plug ça en fait chez les machines des gens, en leur disant bon, voilà, un peu, c'est très la wall again au début, hein, on est vraiment à l'arrache au possible, RGPD c'est une catastrophe, etc. Et on fait des petits posts sur Facebook, tu vois, en disant bah, voilà, on a cet outil, est-ce que ça vous intéresserait? Plein de gens nous répondent ouais, trop bien, ça nous intéresserait de ouf. Donc on fait des petits appels, on prend des petits virements PayPal à droite à gauche, enfin c'est très très on va dire au start quoi finalement. Ouais. Et du coup, ça marche super bien. Les gens sont trop contents. On a des retours utilisateurs qui sont genre vraiment top. Donc là, on se dit ok, bah let's go feu. Donc on déploie, là on crée landing, on crée un site, on crée une offre, etc. Donc on commence à développer. Et là, commence à vendre à un paquet de monde. Et on se rend compte qu'il y a un peu une limite sur ce modèle-là, c'est qu'en fait, si on vend en fait à 100, 200, 300 personnes, on se rend compte que tout le monde veut, en gros, globalement, notre audience, c'est des étudiants, ils veulent tous un appart le moins cher possible à Amsterdam. Et donc, en fait, on se dit, bah, en fait, si on vend ça tout le temps au même profil, bah, en fait, les 100 premières personnes qui vont candidater à l'offre qui va popper, bah, ça va être en fait nos 100 utilisateurs. Et donc, en fait, on perdait de la valeur, tu vois. On se dit, bah, en fait, le fait d'être le premier à candidater, tu dis, bah, en fait, c'est plus telle valeur parce qu'en fait, t'es le 50e, t'es déjà perdu, quoi. Donc c'est là où on a pivoté un peu, on s'est dit bon, on se le garde en tête parce que c'est un produit qui est très très puissant mais qu'on va pas pouvoir scale. Et donc en gros on a pivoté vers un levier un peu plus global où en gros on agrège vraiment tout le marché des Pays-Bas, tous les sites de logement des Pays-Bas, on les agrège sur une seule plateforme. Donc là aujourd'hui on est monté, on a commencé avec 30-40 sites web et là on a 1100 sites web du coup référencés sur la plateforme. Donc en gros t'as tout le marché des Pays-Bas qui est disponible sur la plateforme. Et tu as un système d'alerte qui te notifie, notification push et email, qui du coup t'envoie une notification dès qu'il y a une annonce qui correspond à tes critères. Et du coup te dire, bah voilà, candidate vite, cette annonce vient de sortir, candidate. Et voilà un peu le cœur du produit, comment on en est arrivé là. Ok, putain, très stylé, ça fait une sacrée aventure. Ce qui est fou, c'est que vous partez vraiment d'un vrai problème dans le sens où, tu sais, c'est le classique, le founder qui arrive et qui dit j'ai un problème et je vais le régler, tu vois. C'est ça, exactement. Et que le produit est si bien. En fait, c'est fou parce que c'est le petit hack, mais parce que tu as l'automatisation, tu peux vraiment arriver sur un biais où les autres l'ont pas et ça donne le petit hack qui fait la différence dans un marché B2C un peu grand public où il y a beaucoup de demandes comme ça. Ça te permet d'avoir des offres et des choses qui ont une valeur qui est énorme parce qu'en fait, avoir un logement, tu sais, 100 ou 200 balles de différence sur ton loyer, tu le sens direct, donc c'est énormissime. Et surtout quand tu sais que les loyers c'est plus de 1000 euros à chaque fois sur Amsterdam, forcément c'est assez énorme. Donc trop fort. Et ensuite derrière trop bien sur le développement de genre on a le truc, on le teste chez les gens, est-ce que t'es prêt à me payer 20 balles pour que je le fasse pour toi? Ok, c'est bon, un petit virement PayPal. Là t'es là genre ok, proof of concept de paiement, c'est ça. Donc tu vois, tu coches tes cases les unes après les autres, un peu la débrouille et petit à petit t'évolues comme ça quoi. C'était vraiment le modèle quoi. Juste au début on la débrouille un peu à l'arrache, mais au moins on permettait de valider rapidement sans trop se poser de questions. Et les gens sont tellement en galère qu'ils étaient prêts un peu à tester un peu tout. Et c'est là où on s'est rendu compte que il y avait une vraie demande, les gens étaient vraiment en galère et que toute solution était bonne à prendre quoi. Ouais, et du coup, comme vous aviez l'expertise pour agréger les data, pour récupérer les data, c'est parti de là. On continue là-dessus. C'est ça. Ouais, t'as les modèles, tu sais, c'est Loger, Le Bon Coin, où tu sais que t'as des grosses marketplaces qui vivent très bien de ce genre d'informations. Donc tu dis, bon, bah écoute, il y a sûrement un modèle à faire là-dedans et c'est réglé, quoi. Exactement. Est-ce que c'était pas trop dur au début de trouver un peu comment dire cette nouvelle monétisation, de passer d'une première monétisation où c'était assez simple, c'était genre on plug ce hack qu'on a chez toi, on le met sur ton PC et tu auras un logement dans la semaine. La promesse elle est très forte, et t'as un peu le hack, etc. À passer sur un modèle qui est vraiment différent pour le coup parce que tu sais que c'est un modèle qui est éprouvé, mais c'est un modèle qui est différent, donc tu dois passer par quelque chose d'autre en termes de monétisation, marketing, etc. Ouais, carrément, c'est plus du tout le même produit à marketer, c'est plus du tout la même structure, c'est plus le même business model. Donc il y a certaines limites en réalité qu'on voit assez rapidement avec le modèle, c'est que on a un produit qui est moins efficace que le premier finalement, mais qui est beaucoup plus scalable. Et du coup, c'était un petit peu la limite. Et tu vois, tu sens que tu as quand même moins de satisfaction client avec ce nouveau produit parce que c'est quand même moins efficace que l'autre produit. Mais par essence, on est entrepreneurs, il fallait qu'on trouve un modèle qui correspond aux deux. Donc là, plus on avance, plus on rajoute des fonctionnalités, plus on est efficace dans le scrapping pour pouvoir envoyer de la notification rapidement, être plus efficace, être le plus fluide possible. Là, du coup, on commence à vraiment avoir une bonne satisfaction client, mais ça a pris du temps quand même, tu vois, de passer de ce produit-là qui était très performant et qui du coup bonne satisfaction client à ce produit qui est un peu plus générique, un petit peu plus global, qui du coup a d'autres
beaucoup d'autres concurrents qui du coup font un petit peu le même modèle. Ouais. Donc ouais, il y a eu pas mal de choses à aller tester, à upgrade entre ces deux produits. Ok, intéressant. Et je me souviens qu'on en avait parlé, mais est-ce que vous avez déjà pensé, j'imagine, à repluguer votre produit initial Ouais, sur le nouveau modèle, ouais, en ouais, upsell un peu, j'imagine, pour c'est essayer de ça. se dire, bah tiens, en plus de ça, tu peux avoir le Le message mode, automatisé, le c'est ça. possible en automatique, Mm. etc., quoi. Ouais, ouais, là on est en train, ça a pris du temps, on a développé donc ce nouveau produit et avant de vouloir le réintégrer, on voulait déjà avoir un modèle qui fonctionne là-dessus parce que ça a quand même de la valeur et c'est quand même vraiment, vraiment puissant. Donc on a commencé ça et là on est en train de le réintégrer petit à petit. Là en gros ce qu'on implémente c'est pas forcément un automatically apply, tu vois, c'est un one click apply. Donc en gros, parce que là actuellement le modèle c'est que quand tu cliques sur l'annonce, t'es redirigé vers le site web sur lequel il faut candidater. Donc tu vois, il y a Ouais. un peu de frein de l'utilisateur qui dit bon en fait je suis redirigé à chaque fois sur la plateforme, etc. Il y a un truc un peu chiant dans ce système-là. Et donc là, on est en train de faire en sorte que quand tu cliques sur candidater, bah, nous, on gère l'envoi directement au site web. Et donc, bah, voilà, l'envoi n'est pas automatisé, mais en fait, tu cliques sur candidater sur Hunter et ça envoie la candidature directement sur le site web pour enlever un peu ce truc-là de redirection. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de développer. Et là, on l'a développé et c'est la feature est fonctionnelle et on a du coup on commence à avoir des retours utilisateurs là-dessus. Et ensuite, le next step, ça serait effectivement de marketer l'offre vraiment auto-apply. Mais pour le moment, on la garde encore de côté. On veut déjà ce truc de one-click apply qui, du coup, peut bien fonctionner et sans qu'on ait trop de flux, tu vois, on voit candidature sur candidature. Ouais. Mais du coup, quand Ah, même, parce que ça force réseau quand même frein. les gens à cliquer. Donc, tu vois, il y a un Ouais, tout c'est petit peu de ça. friction, juste la friction qui est nécessaire pour pas que ça soit une usine à gaz chez vous, C'est quoi, ça, j'imagine. c'est ça, c'est ça. Mais voilà, on est quand même à la limite on est un outil qui aide à la recherche d'appartements, mais si la personne, elle est pas dans une dynamique de vouloir trouver un appartement, elle est un petit peu en détente, en mode non mais tranquille, je vais trouver, etc. Bah, s'il y met pas l'énergie, malheureusement, notre produit va pas servir à grand chose. Donc c'est Ouais. un petit peu les limites où on essaie de pousser les gens et en fait de leur expliquer qu'il faut qu'ils soient vifs de Acteur, quoi. candidater et acteurs du truc et que Ouais. oui, Hunter ça va vous aider mais à 100% à trouver un appartement, mais il faut que vous soyez dans la dynamique de pouvoir le faire, quoi. Ouais. Ça va démultiplier vos efforts, mais C'est faut ça. qu'il y ait des efforts. Ouais, exactement. Ok. Noté, trop intéressant. Parlons un peu d'acquise, parce que moi, c'est forcément la truc qui m'intéresse toujours le plus. Comment est-ce que vous avez fait votre acquisition? Tu me disais au tout début, évidemment, groupe Facebook d'étudiants. Forcément, c'est là où il y a le plus de demandes pour de l'emploi, pas pour de l'emploi, pour du logement. Ouais. Il y a d'ailleurs des groupes Facebook de logement aussi, des choses comme ça. Et au-delà de ça, quand vous êtes passé un peu sur le mode marketplace et que vous avez dû un peu scale votre acquise, maintenant que vous aviez un produit scalable, C'est ça. sur quoi est-ce que vous avez été? Qu'est-ce qui vous a intéressé comme mode d'acquise et qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, en gros là c'est pareil, c'est trop intéressant. Je pense que c'est ce qui vraiment nous a fait décoller, c'est vraiment ce gros hacking qu'on a fait au démarrage. C'est qu'en gros pour justement marketer la première offre, donc le premier produit qu'on a fait, on est allé donc sur tous les groupes Facebook. Effectivement, il y a plein de groupes Facebook qui mettent en avant trouver un appartement aux Pays-Bas et dans lequel il y a des particuliers à particuliers qui postent des annonces et qui du coup bah voilà permettent de trouver des appartements comme ça. Et du coup nous on a contacté tous les propriétaires de ces groupes Facebook là en leur disant bah voilà nous on a une offre, on aide les gens à trouver des appartements, est-ce que ça vous intéresse de promouvoir notre solution en échange d'un lien d'affiliation et à chaque fois que vous prenez des commissions sur chaque vente. Et donc en gros on a fait ça sur un paquet de groupes Facebook et on est tombé sur un gars qui en gros avait genre 50 groupes Facebook au total quoi. Il avait ça faisait genre 10 piges qui développait 10-15 ans qui développait des groupes Facebook et en gros il avait un peu le même outil que nous mais genre en pas automatisé, tu vois. Il payait une personne qui du coup envoyait à chacun de ses prospects à la main, voilà j'ai trouvé une annonce. Et du coup là il a dit mais en fait vous tombez parfaitement là au bon moment, c'est que bon moi j'ai la demande mais j'ai pas le temps de développer et j'ai pas vos expertises de dev. Par contre moi ça m'intéresse du coup de 100% de s'associer ensemble et qu'en gros bah voilà je vous promeut sur tous mes groupes Facebook et les gens vont sur Run Thunder. Donc en gros on a démarré comme ça et donc c'est vraiment au moment où on le rencontre il y a genre tous ces groupes Facebook au total il y a peut-être genre un demi-million de personnes tu vois sur ces groupes Facebook. Alors c'est pas des utilisateurs actifs tu vois, c'est des gens que ça fait 10-15 ans ils sont rentrés sur le groupe et Mais ils il y sont a pas du forcément monde, quoi. sortis. T'as Et il y a du du volume. monde, il y a du volume, Ouais. il y a du volume entrant et ça Ouais. c'est à ce moment-là où on se dit ok en fait notre produit actuel il va pas suffire. Et c'est à ce moment-là où en gros, nous on lui dit ouais, t'inquiète, on peut scale et tout, et nous on se regarde, mais genre impossible On qu'on tiendra lui a jamais fait. la charge qu'il va envoyer. Jamais on tient Il la va charge. plug son acquisition de fou furieux Ah sur un vraiment. produit qui est pas aussi scalable que ce qu'on a vendu. Bon, C'est allez, ça. faut Et que là, ça, on ça allait avoir un scale. problème, tu vois. Et donc, on raccroche avec Fabien et on s'appelle, on dit, OK, là, on a genre un mois.
on dev la solution juste d'agrégation parce qu'on avait l'idée en tête un peu et juste on la dev en un mois rapide à l'arrache et ensuite on lui donne go. Donc on met un petit peu, on le fait un peu, tu vois, de côté. On lui dit, on arrive, on développe deux trois trucs, machin, un truc. Et du coup fin mars, la première année, on lance ça. Et derrière, effectivement, il nous a vraiment envoyé du flux. Et la première année, 80% du CA, tu vois, c'est généré par ce gars-là, quoi. Donc c'est vraiment ce qui nous fait exploser, ce qui nous fait permettre de rentrer du cash sans avoir en fait à débourser le moindre euro. Juste, il prend une bonne commission. Mais nous, ça nous aide vraiment à développer. Donc c'est vraiment ça la première année qui nous fait exploser, on va dire, et qui nous permet de réinvestir. Et à partir de là, on s'est dit bon bah voilà, on va rentrer dans les canaux d'acquisition un peu plus classiques. Donc là, c'est là où on a commencé à mettre en place c'est la partie SEO, la partie ads en premier même, partie ads pour commencer bah voilà aller toucher une audience et après flux organique, etc. Ok, c'est grave intéressant. Alors, j'ai deux, trois questions. La première, c'est qu'est-ce que vous offriez en termes de commission? Là aussi, si c'est pas indiscret, si tu peux me répondre, évidemment, dis-moi si tu peux pas. Mais qu'est-ce que vous offriez en termes de commission, en termes de pourcentage, en termes tu vois, combien ça a représenté au global le volume qui vous envoyait? Ça m'intéresse d'avoir les chiffres, j'avoue, là-dessus, parce que c'est assez intéressant de se dire qu'est-ce qu'on fait avec des groupes Facebook, là où c'est un méthode d'acquisition qui serait super sous les radars, tu vois. Normalement, personne ne parlerait de ça. Et pour vous, ça a grave bien marché, donc j'aimerais bien voir les chiffres. C'est sûr, je pense que quand tu développes un produit, avant de rentrer dans les canaux classiques, on va dire, d'organique, etc., essayer de trouver des petits hacks. C'était notre vision de se dire, on était encore étudiant à l'époque, on n'avait pas du budget pour aller lancer du ads, et on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution pour toucher une audience sans que, en gros, ça soit la nôtre ou sans qu'on ait besoin de développer du budget publicitaire. Et donc, c'était un peu c'est le parfait modèle de, en fait, tu touches quelqu'un qui a une grosse audience, mais qui s'en sert pas et qui la monétise pas, tu vois. Et si tu trouves ça, en fait, c'était vraiment la pépite pour nous. Donc, comment on le vend? En gros, à l'époque, on vendait quand même 40% de commission. On lui proposait un modèle à 40% de commission. Et donc, en gros, sur la première année, je peux te donner les chiffres, sur, en gros, 8 mois, je crois, on fait 80K et de CA. Et en gros, c'est genre 80% en gros c'est lui qui génère ce CA là, et en gros les 20% restants c'est un peu de SEO, mais des gens qui en fait nous ont vus sur un groupe Facebook et du coup qui nous ont tapé en SEO et qui du coup ont closé via ce SEO là. Donc voilà, en gros les premiers chiffres comme on les avait vendus. On avait quelques autres affiliates sur justement d'autres groupes qui étaient un peu plus petits, mais en gros c'était peanuts par rapport à ça. Et après c'est là où on s'est dit bon, il faut qu'on se détache au fur et à mesure de lui, parce que là on a tous nos yeux dans le même panier. Donc en fait si lui il se dit bah je vais voir un concurrent ou je pars ou machin, bah on est mort. Et donc là effectivement on a réduit en fait du coup on s'est associé avec lui dans la boîte et on a réduit sa commission. Il a pris un petit pourcentage de la boîte, on réduit sa commission, et maintenant en gros en volume il représente 30%, on va dire 20-30% du CA de la boîte, quoi. Donc ça reste significatif, mais ça va, vous avez pu réduire la voilure énormément, quoi. Et plus ça avance et plus ça réduit, quoi. Ouais. Et vous êtes dans votre deuxième année du coup, j'imagine? Là ça fait du coup 2 ans et demi, je crois. Ouais, 2 ans et demi, donc qu'on a donc bientôt 3. Ok, stylé, bien joué. Donc on a 30% pour cette affiliée, très cool. Joli, moi j'aime bien les histoires d'affiliation, c'est toujours un truc, moi aussi, alors qu'il laisse un modèle que j'aime beaucoup pour mon acquisition même. Tu disais après vous avez lancé de l'ADS. Ce que je trouve un peu mystique sur votre modèle, c'est quel type d'ADS vous avez lancé? Est-ce que c'est plutôt du Meta ou du Google? Parce que je me dis, c'est un modèle où tu as beaucoup de gens qui vont regarder, qui vont naviguer, etc. Sur du Google, je vois difficilement comment tu peux trouver les bons mots-clés, être rentable là-dessus, etc. Et sur du méta, je peux concevoir, mais du coup, c'est une expertise que j'ai pas, donc je me demande un peu, tu vois, c'était quoi le hook, c'était quoi le message que tu avais dessus? Carrément. En gros, c'est toujours, même encore aujourd'hui, un peu complexe. Bon, c'est le principe des régies, et donc faut arriver à trouver un point de rentabilité sur les régies. Il faut quand même qu'on convertisse bien. Et en gros, ce qui vraiment perd, c'est que la haute saison, le marché est tellement tendu que les gens vraiment sont prêts à payer pour beaucoup de choses. Et il y a d'autres outils comme nous un petit peu sur le marché qui existent, qui sont existants et qui proposent plus ou moins les mêmes choses que nous, avec certaines spécificités, on va dire. On va pas forcément rentrer là-dedans, mais voilà, il y a d'autres outils. Donc les gens ont quand même la connaissance de ce truc-là. Et en fait, on va vraiment toucher des gens qui ont compris que c'était la galère de trouver un appartement. Les gens en fait qui vont arriver et qui vont se dire bon, je vais trouver un appartement tranquille, et qui nous voient mais qui se disent non mais j'ai pas besoin de ça.
en fait, on va pas les closer. Et un mois après, quand ils vont revenir vers nous en mode, ah bah oui, en fait, j'ai besoin de vous, c'est à ce moment-là où on les chope. Donc, en fait, le marché est tellement tendu que c'est facile entre guillemets de closer, d'avoir un funnel assez classique de SaaS où en gros bah tu rentres sur la landing, on sélectionne ta ville et on met du market dans lequel on te vend tes fonctionnalités, on fait un petit peu d'éducation sur le marché, etc. Donc en fait en haute saison c'est les gens sont tellement prêts à tout que ça fonctionne bien. Et donc sur la partie, en gros, on a lancé Google Ads et Meta à peu près en même temps parce que du coup, moi, c'était mon expertise de base, on va dire, en tout cas que gérer le mieux, on va dire même plutôt Google Ads même que Meta, qu'aujourd'hui on commence un petit peu à déléguer. Mais ce qu'on vend, c'est que tous les gens qui recherchent sur Google, donc ça va être Rent Room Amsterdam, et ben en fait on va les positionner sur ces mots clés là. Et c'est comme ça qu'on allait choper notre trafic et qu'on arrivait à closer une partie des gens. Donc en gros il y avait cette stratégie là et il y avait aussi une stratégie d'aller se positionner sur des mots clés des concurrents. Donc on avait quand même 2 acteurs sur le marché actuellement au moment où on est rentré, où en gros qui faisaient vraiment du volume, qui déjà avaient une bonne notoriété, qui était bien en place et qui du coup nous permettait d'aller choper un peu du trafic. Donc on allait se positionner sur leurs mots clés et du coup les gens qui tapaient ces mots clés là, ils avaient une connaissance, tu vois, du produit. Et du coup, quand ils arrivaient sur notre plateforme, ils étaient en mode ah ok, bah en fait ils font un petit peu la même chose, mais en prix on était en dessous, et donc forcément on arrivait à leur voler un peu du trafic comme ça. Donc c'était un peu 2-3 techniques de hack comme ça qui nous ont permis voilà de développer. Et après Meta, c'est un peu la même strat. Les angles market, c'était vraiment pour des expatriés. Donc en mode voilà, c'est compliqué de trouver un appartement. Voici la solution et on vendait les features, etc. Via des audiences de retargeting, des audiences froides. Au départ, c'était vraiment dur sur Meta. Même là encore aujourd'hui sur les audiences froides, c'est quand même compliqué. Donc il y avait beaucoup de retargeting, beaucoup d'audiences chaudes qu'on arrivait à requalifier, etc. Donc voilà un peu comment on a réussi à croître. Ok. C'est vrai que j'avais pas pensé au fait que le marché était vraiment très très tendu pendant la période chaude. Et du coup, en effet, t'as un besoin, t'y réponds, tu vois. Et le besoin est tellement fort qu'en fait, avec Google Ads, bah ouais, ça marche quand même. Et du coup, à l'inverse, Meta est plus technique parce que potentiellement, tu vois, tu sais pas si t'as le besoin, t'es pas sûr que t'es dans le bon truc, etc., etc. Exactement. Donc un petit peu plus technique, ouais. Ouais, franchement, en toute transparence, le market qu'on fait à cette époque-là, il est pas bon. On est vraiment pas bon. Le niveau landing, c'est pas incroyable. Le funnel est pas bon. Même le produit, il y a plein de failles. Dans notre acquise, c'est pareil. Et donc c'est ça qui entre guillemets nous sauve à ce moment-là, c'est qu'en fait. On était sur le bon marché avec la bonne demande. Bon, les choses ont changé depuis et maintenant on s'est quand même pas mal amélioré. Mais à ce moment-là, c'est vraiment ce qui nous permet de développer, c'est que en fait le marché est tellement tendu que en fait ça se développe facilement quoi. Sur la haute saison après, quand c'est plus bas, forcément. On a vraiment ce pic là quoi, tu vois, en gros mai, juin, juillet, août où c'est vraiment le top et après c'est besoin énorme, ouais. Ok. C'est la montagne. Comment ça se fait que la haute saison c'est sur l'été, c'est juste parce que c'est touristique à ce moment-là et du coup il y a les locations short terme ou même pas? Non. C'est une période où les étudiants cherchent du travail. En gros on est vraiment pas sur une urgence de vacances parce que là ça va être vraiment sur d'une semaine, 2 semaines en mode Airbnb, donc là on est vraiment pas sur ce positionnement là. Par contre en gros c'est que que ce soit pour le recrutement, en fait tous les stades de recrutement ça commence à peu près en avril-mai, tu vois, et pour une démarrage de mission en septembre. Très souvent c'est ça les phases de recrutement, et pour les étudiants c'est pareil, les phases d'admission c'est sur une année scolaire, tu vois, donc en gros tu commences à être admis dans les écoles à l'international en avril-mai, et en gros tu démarres ta saison en septembre. Donc en fait les gens commencent à chercher dans ce créneau là, c'est pour ça qu'il y a ce gros pic là pour nous. Oh, ok, intéressant. Ayant connaissance de ce marché qui est particulier des Pays-Bas, etc., est-ce que tu penses que du coup ce tool-là fonctionnerait aussi bien entre guillemets dans je sais pas, à Paris par exemple, tu vois, quand un marché qui est peut-être qui est tendu aussi, mais qui est peut-être un peu moins tendu. Après en vrai il est tendu aussi le marché parisien, donc je pense que toutes les grosses villes européennes alors qu'il c'est compliqué. Ouais, carrément. Bah là c'est un sujet du moment, ça sera même le sujet du mois d'aller à l'international et de voir si on peut développer d'autres pays. Et en fait sur la France, Paris c'est assez tendu, mais bon, quand tu compares vraiment par rapport aux Pays-Bas, c'est genre même pas tendu, tu vois. Mais ça pourrait marcher, et il y a 2 contraintes à ça, c'est que en France, on va dire à part Paris,
globalement, dans les autres grosses villes en France, c'est ok, quoi. Je dis pas que c'est facile de trouver un appartement, mais ça va. T'as pas Ouais. forcément besoin de payer un outil pour ça. Et en plus, il y a des solutions sur le marché qui existent, comme Jinka, qui est du coup fait ça en France et qui a un modèle freemium, enfin Ok. voire même gratuit, qui te permet en gros de faire ce qu'on fait mais gratuitement. Et ils ont en gros Ouais. un modèle éco qui est différent du nôtre, où en gros ils poussent des commissions un peu vers des chasseurs d'appartements ou vers des Ouais. agences ou vers ce genre de choses, qui font que c'est comme ça qui construisent leur business model. Et du coup, si nous on s'intégrait en France, ben on serait obligé de s'adapter à notre business model qui nous est un Ouais. abonnement mensuel. Ben en fait ça marche pas, les gens paieront pas pour notre solution, alors qu'il y a des solutions gratuites qui le proposent. Mhm. Donc il faudrait adapter le business model. Et donc ça, voilà, c'est un peu les contraintes. Et du coup, là, on est en train de se poser les questions d'un marché qui est plus proche encore de celui des Pays-Bas, qui soit Ouais. vraiment un peu presque la même culture. Et donc, parce que là-bas, il y a même des sites web de recherche de logement qui sont payants, tu vois. Ouais. Genre pour candidater à une annonce, il faut payer. Donc les gens sont pas par choix, hein, mais sont un peu habitués à payer une solution À pour trouver un payer, ouais, ouais, appartement, ouais, tu vois. ouais. Donc, ça freine moins les gens de là-bas. Les expatriés, quand ils arrivent en France, enfin quand ils arrivent du coup aux Pays-Bas, ils sont en mode non mais il faut payer partout. Mais bon, Ouais. une fois que tu as compris que dans tous les cas il n'y avait pas le choix, bah Choisis ça, soit t'as pas de logement, bon bah voilà. c'est ça, tu finis par payer. Donc on n'est pas allé à l'encontre de ça parce que ça nous arrangeait bien et ça facilitait le modèle éco. Mhm. Et du coup là, l'idée c'est peut-être d'aller chercher effectivement un pays plus proche comme l'Irlande, l'Allemagne, potentiellement qu'on va aller tester là bientôt. Ok, ok, très stylé. Ouais, c'est intéressant de voir ça. Euh, une autre question que je me posais, c'était, enfin, qui est assez intéressante, je trouve, à aborder, c'est le fait que vous vous adressez, donc vous n'êtes même pas vous n'êtes pas dans votre propre pays, vous vous adressez Ouais, au marché néerlandais, mais vous vous adressez pas vraiment au marché néerlandais. La réalité, c'est que vous vous adressez surtout aux gens qui vont venir aux Pays-Bas. c'est Et donc, en ça. fait, on est sur un site néerlandais, mais qui est beaucoup en multilingue, avec beaucoup de langues différentes, avec beaucoup de populations différentes. C'est Et du ça. coup, ça doit être un peu étrange, j'imagine, quand tu construis, tu sais, un message, etc., du marketing, de se dire comment est-ce que tu t'adresses plus que aux Pays-Bas, mais à tous les gens qui vont venir aux Pays-Bas, tu vois. C'est une expérience que Ouais. tu as vécue, donc c'est un peu relatable, mais tu connais ton expérience de Français qui vient aux Pays-Bas. Tu connais pas forcément l'expérience, j'imagine, d'un Grec qui vient aux Pays-Bas ou d'un Allemand qui vient aux Pays-Bas, qui est Mm. potentiellement complètement différente de ce que tu fais. En quoi est-ce que ça a certaines particularités, difficultés, j'imagine, ce marché-là? Ouais, c'est assez spécifique parce que du coup, en gros, la langue, la gestion de la langue est un petit peu touchy parce que du coup, c'est un focus en anglais, mais les gens sont pas forcément natifs anglais, donc ils sont très contents quand ils arrivent sur notre plateforme. On a des retours utilisateurs qui sont en mode, c'est cool, votre plateforme, c'est pas en Dutch et donc du coup, si tu parles pas le Dutch, c'est impossible à comprendre, quoi. Et donc les gens ils sont contents quand même d'avoir une plateforme qui est du coup traduite dans plusieurs langues, donc c'est un peu le premier step. Et ouais, le market est même assez compliqué parce qu'en fait, tu te dis, ok, est-ce que si je veux aller parler à des Grecs ou à des Français, je vais aller faire des campagnes spécifiques en France et est-ce que dans ce pays-là, je vais parler en français en leur disant si tu es un Mm. expatrié et tu vas aux Pays-Bas, ben, en gros, c'est intéressant. Donc c'est assez touchy comme au niveau des campagnes et de la structure et de Ouais. l'acquise au global. Et en gros, on a quand même décidé quand même de se focus sur la vision des Pays-Bas et en fait notre produit et le profil il est mature, le personnel il est mature quand il est aux Pays-Bas. Quand il Ouais. n'est pas encore aux Pays-Bas et qu'il commence à chercher, bah tu vois il est encore en mode là on a des profils, tu vois on appelle pas mal les clients pour comprendre un petit peu les modèles etc. Et on a pas mal de profils qui sont en mode bah je suis pas encore arrivé dans le pays donc je regarde un peu les différentes plateformes, je teste un petit peu votre Ouais. plateforme et puis quand je serai vraiment dans une recherche d'appartement bah je paierai la plateforme tu vois. Donc Ouais. donc par définition, on est obligé d'un peu d'aller toucher les expatriés qui sont déjà aux Pays-Bas et qui du coup là sont dans cette étape de je recherche un appartement. Tu vois. Donc Ouais. la plupart de nos campagnes qui performent sont en fait en anglais, donc focus en anglais, mais qui touchent des expatriés, mais qui sont aux Pays-Bas. Donc Ok. voilà, ça fait une petite niche. Mais ça fait quand même pas mal de personnes et on arrive forcément à aller toucher des gens en amont via des campagnes de notoriété, via la reach qu'on Mhm. arrive à avoir maintenant, des partages, des machins, où en fait bah, on arrive à toucher les gens quand ils sont dans leur pays et au moment où ils rentrent aux Pays-Bas pour chercher un appart, Ils sont bah, prêts à là on être les activés, close. quoi.
C'est ça, ils sont prêts à Ouais. suivre. Et donc là, il y a un vrai enjeu de mailing là-dessus, où en gros, vraiment un canal qui est super puissant pour nous, c'est qu'en fait, on capte le mail en amont. Donc là, en gros, à peu près à cette période-là, où on est en mars-avril, où on est en train de capter les gens qui Mail. sont, qui sont en mode, bon, comment ça se passe un petit peu le marché des Pays-Bas, et qui du coup mettent leur mail un peu partout. Et en fait, là, à partir du moment où ils nous ont donné leur data et du coup, les critères d'appartements qui recherchent, tout le long jusqu'à qu'ils cherchent, qu'ils cherchent et qu'ils trouvent un appartement, ils reçoivent des séquences de mails en disant, bon, voilà, on a trouvé ce mail là, cette annonce là, cette annonce là, cette annonce là, ça peut vous intéresser, etc. Donc, et donc là, il y a un vrai enjeu de mailing en amont, sur la partie prospect, tu vois, pour arriver à les closer et de dire, ok, bon, en fait, ils sont pas forcément dans une étape de recherche tout de suite, mais ils vont l'être à un moment donné parce qu'ils nous ont laissé leur mail. Et donc là, voilà, ils vont pouvoir les closer, on va pouvoir les closer en step 3-4. Ok, super intéressant. Et ouais, forcément, la partie mailing pour vous de entretenir ça, c'est important. Ouais. En parlant de cet aspect un peu récurrence mailing, il y a un truc que je trouve super fun sur votre modèle, c'est que vous répondez à un problème qui n'arrive qu'une fois, entre guillemets, et pourtant vous avez un modèle de monétisation récurrent avec un système d'abonnement. Ouais. Je sais que tu m'avais dit que vous aviez testé pas mal de modèles différents, que c'était ce qui marchait le mieux pour vous, etc. Je trouve ça toujours quand même surprenant. À la rigueur, tu peux nous en parler un peu? Ouais, carrément. Honnêtement, la réponse, c'est que c'est la limite du modèle qu'on a actuellement, c'est qu'on peut pas avoir comme certains SaaS ont, une LTV de 1 an, 2 ans, tu vois, qui du coup forcément c'est méga confortable quand t'as un SaaS comme ça, où en gros du coup tu peux avoir un MRR vraiment sur du long terme, donc ça c'est top. Nous on peut pas par définition, parce qu'une fois que tu as trouvé un appartement, tu peux pas aller plus loin. Donc en fait nous on s'est calqué globalement comment on a défini le pricing. C'est une strat assez simple, on regarde ce qui se fait chez les concurrents. Donc en gros tous les concurrents, tous les modèles, tous les sites de recherche d'appartements qui sont payants, tout le monde a le même pricing, tout le monde a le même modèle, en tout cas, pas forcément le même pricing, mais le même modèle de mensualité. Donc on s'est basé là-dessus. Et du coup, pour un peu pallier à ces limites du modèle, on est en train de réfléchir pour du coup augmenter la LTV et pouvoir se développer, avoir une LTV plus élevée, à des modèles annexes pour pouvoir justement l'augmenter en proposant un peu d'autres fonctionnalités annexes, parce qu'en gros là aujourd'hui on répond aux besoins de trouver un appartement aux Pays-Bas, tu vois. Mais quand tu es un expatrié qui vient aux Pays-Bas pour t'installer, il y a d'autres problématiques que trouver un appartement. Trouver un appartement, c'est une chose, mais après il faut trouver un contrat d'électricité, il faut trouver une assurance, faut aller faire tes papiers, il faut aller potentiellement avec le contrat avec l'école. Enfin voilà, il y a d'autres contraintes là. On essaye maintenant au fur et à mesure d'intégrer un peu la chaîne de valeur, de l'élargir un petit peu plus et de promouvoir via un petit peu d'affiliation. Donc là, on n'est plus sur notre business model de base, mais on se met en partenariat avec des personnes qui du coup font ça nativement et qui répondent à ces besoins-là, et de se greffer avec ces personnes-là et du coup de faire le modèle inverse. Et là, ce sera nous les affiliates, où du coup en fait on envoie du trafic et des prospects qualifiés à ces personnes-là. Par exemple, on fait pas mal d'affiliations maintenant avec des chasseurs d'appartements. Donc en fait toutes les personnes qui ont un peu de budget et qui veulent déléguer 100% la recherche d'appartements, et voilà, du coup on peut les rediriger vers un chasseur d'appartements. On essaie de tendre vers un modèle qui permettrait que Redhunter soit quasiment un chasseur d'appartements, mais par définition il y a de l'humain, il y a la personne qui va aller faire une visite pour toi, et ça a de la valeur pour les chasseurs d'appartements. Donc une partie des gens, ça les intéresse, et du coup et potentiellement si t'es pas forcément aux Pays-Bas, du coup tu peux payer un chasseur d'appart pour qu'il aille faire les visites, et du coup tu t'y prends à l'avance, et là tu peux trouver un appartement en avril-mai, tu te bookes en avril-mai, mais au moins t'es sûr qu'en septembre t'as ton appartement. Là où nous on peut pas les déplacer et aller faire la visite. Tu peux pas le garantir, quoi. C'est ça. Ouais, c'est et il y a très peu aux Pays-Bas de visites virtuelles, tu vois, où tu peux visiter et te dire bon ok je le veux. Donc on peut pas tellement pousser ce modèle-là. Donc voilà, on essaye d'ajouter un peu de l'annexe pour pouvoir un peu augmenter la LTV et pouvoir résoudre un peu ce problème-là. Mais par définition, on sera dans tous les cas limité, et d'où l'importance de l'acquisition, quoi. On est obligé de faire du nouveau client constamment, très régulièrement, quoi. Très régulièrement, ce qui du coup plaît peut-être même moins à des investisseurs, hein. Tu vois, si on parle, c'est une vision un peu plus globale, je sais que des investisseurs préfèrent avoir des business qui sont très
Avec des grosses LTV, bien sûr. Avec des avec gros des grosses LTV, LTV, tu hein. vois, Ouais. forcément. Et donc là, tu as une vraie vision long terme, tu peux faire tes prévisionnels beaucoup plus facilement. Là où nous, il y a une très haute saison qui, nous, en gros, Ouais. nous fait 70% du CA. Et donc, faut pas se rater à cette période-là. Si tu la rates, après, il faut manger des cacahuètes pendant un an. Ouais. Donc voilà. Mais on essaye d'y pallier le plus possible, d'être le plus efficace en acquisition possible et le meilleur produit possible pour qu'on ait du referral et que les gens puissent en parler autour d'eux et qu'on puisse du coup continuer à faire de l'acquisition tout en Ouais. essayant d'aller chercher un peu 2-3 hacks à droite à gauche pour augmenter la LTV. Et pour les gens sur lesquels Run Hunter ça les a aidés, et en gros on peut aller leur pousser des choses en plus, quoi. Ah, ok, c'est super intéressant. Je pense qu'il y a un point là-dedans qui est vraiment sympa. Et c'est vrai que l'affiliation pour les services comme ça, c'est souvent quelque chose, une monétisation qui est utilisée à Ouais, partir du moment où tu es celui qui capte le signal, en fait. C'est un truc qui est vraiment important de capter cette personne, elle est sur le point de s'expatrier. Et derrière, tu as tout un package que tu peux lui faire, que ça soit au niveau des papiers, au niveau de l'assurance, au niveau de ouais, l'élec, au niveau de tout ça. c'est ça. Je me souviens, à l'époque, c'était, comment est-ce qu'il s'appelait les Français à Malte, tu vois, moi qui vivais à Malte, où Ouais, ils avaient un groupe Facebook et un gars qui gérait toute cette partie-là. Il faisait que de la mise en relation, en fait. Les gens, ils venaient pour lui demander un stage, pour un job, pour un logement, pour tu vois, le moindre conseil. Et en fait, il renvoyait vers un de ses partenaires et derrière, ça lui permettait d'en faire ses vivre. commissions. Ouais, C'est ça. Et vous avez une fonctionnalité, mais en fait, c'est une fonctionnalité qui envoie aussi un signal. Et avec ce signal, tu peux derrière dire, bon, bah voilà, tu vois, je sais que tu as des chances de partir là-bas, etc. Ça exactement, fait pas une affiliation au hasard, quoi. C'est une affiliation qui est bien ciblée. carrément. Donc, bonne manière, en effet, pour augmenter la LTV, c'est une bonne idée. Juste avant de passer sur la partie Cloud Code, A/B test et tout, qui est une partie qui est grave intéressante aussi parce que tu es très bon là-dessus. Le dernier truc que je voulais dire, c'était sur la partie internationale, on peut en discuter encore. Parce qu'en gros, les marchés que vous allez viser, je me pose un peu la question de comment est-ce que vous pourriez vous dire on va lancer un nouveau marché, tu vois. Et je réfléchissais aux similarités qu'il y a entre votre marché de base qui est les Pays-Bas et d'autres marchés. J'imagine que les marchés qui vont vous intéresser, c'est forcément ceux où il y a beaucoup de gens qui viennent s'expatrier. Des marchés qui ont un fort pouvoir d'achat et un marché qui va être assez tendu d'un point de vue immobilier, quoi. C'est un peu comme ça que vous le cernez, j'imagine. Ouais. Ce qui expliquerait l'Irlande où tu as beaucoup de gens qui viennent s'expatrier et un marché qui doit être bien tendu sur Dublin. Et potentiellement l'Allemagne doit y avoir pas mal de gens qui viennent s'expatrier aussi en Allemagne. Ça doit être pour ça que vous y avez pensé, plus un pouvoir d'achat qui est quand même Ouais. non négligeable parce que les Allemands. C'est ça. Ouais. Là-dessus, ça permettra de transiter vers le point A/B test, mais il y a de fortes chances qu'en gros on aille A/B test en fait des pays et qu'en Ouais, gros on crée une offre, on va dire de manière un peu POC, tu vois, où juste on va créer une offre, etc. On fait le minimum, on voit s'il y a de l'attraction, on teste 3-4 pays ouais, qu'on a en tête et on regarde sur lequel il y a le plus de traction. Donc on a bench un peu, on a commencé à bench pour voir effectivement celui qui était le plus proche. Culturellement de celui des Pays-Bas et aussi effectivement où est-ce qu'il y a où est-ce qu'il y a, finalement il y a la plus grosse crise du logement, tu vois, ouais. parce que c'est là où on va C'est ce qui vous avoir, nourrit, donc bon. c'est ce qui nous nourrit, tu vois. On n'est pas content qu'il y ait des crises du logement, mais voilà, c'est là où notre produit il a de l'impact, tu vois. Ouais, C'est là où ça aide les gens. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à déjà bench un peu cette partie-là, voir où est-ce qu'il y a le plus de traction, où est-ce qu'effectivement il y a des expatriés, pour que on puisse calquer un petit peu ce modèle-là et avoir un modèle duplicable qui du coup permettrait aussi de pallier à ce modèle, ce manque de scalabilité vis-à-vis de la LTV, qui nous permettrait de dire en fait le modèle est duplicable sur plusieurs pays. Et ouais, donc ça, par exemple, pour un invest, ça a du sens, quoi, parce que tu dis, ok, en fait, ils l'ont fait sur 2 pays, on peut quand même le faire sur 3, 4, 5 pays d'Europe qui, en gros, globalement, ont leur spécificité, mais globalement, tu pourras après dupliquer le modèle sur à peu près tous les pays d'Europe. Donc, enfin voilà, quelques exceptions près. Donc, ouais, là, ça va là-dessus, on va faire A/B test et regarder ce qui marche le plus, choisir un pays, je pense. Et encore ouais, que avec Claude, du coup, on commence à se dire que on va pouvoir aller beaucoup plus efficacement et aller, du coup, scraper tous les sites web très très rapidement. ouais. Donc voilà, il faut qu'encore qu'on se pose sur le sujet pour savoir exactement la stratégie d'internationalisation qu'on prend. On a un point du coup la semaine prochaine pour vraiment définir ça. Ouais. Mais ça va être un gros sujet. On va commencer à tester rapidement. C'est toujours été notre modèle. On essaie de tester le plus rapidement possible avec un modèle vraiment MVP Mhm. d'une fonctionnalité ou d'un marché ou quoi que ce soit. Et puis ensuite, si ça prend, et ben on développe, on met de l'énergie, on met du budget dessus et let's go, quoi. Ouais, ok, top. Bah, c'est super intéressant. Sur la partie
On va commencer avec la partie A/B test parce que du coup la partie Cloud Code derrière va suivre et elle va être intéressante. Sur la partie A/B test, un des trucs qui m'a choqué, perturbé, c'est pas vraiment des mots, voilà, plutôt surpris positivement. Je cherche le bon mot, mais bon, ça roulera. C'est le fait que tu sois très chaud de l'A/B test, quoi. C'est rare que les gens ils disent toujours ouais, faut A/B tester, c'est important, la data c'est important. La réalité c'est que bon, quand t'es dans le jus en général, t'es là, tu pousses et t'espères que ça grossisse. Toi pour le coup très chaud de l'A/B test avec énormément d'A/B test sur pas mal de choses en continu. J'ai l'impression. Comment est-ce que ça se fait que tu attaques l'A/B test rapidement et que tu vis par ça? Est-ce que tu n'as pas l'impression que ça te ralentit des fois sur le développement? Est-ce que tu as l'impression que tu as des bons résultats dessus? Comment ça se passe là-dessus? Carrément. Bah en gros, c'est effectivement surtout sur la partie de Fabien et sur la partie market, on le fait un peu. Les algos et les outils permettent de le faire aujourd'hui un peu facilement. Le gros focus sur nous, effectivement, c'est sur le développement produit et sur la partie tech de cette partie-là. Et en fait, c'est arrivé d'un truc on avait des intuitions, tu vois, au démarrage, on disait ah bah je pense que ça serait bien que si on pousse cette nouvelle fonctionnalité, ça devrait changer ça, ça et ça. Et en fait, on poussait, puis ça changeait rien. On se disait mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, on comprenait pas. Tu vois, on disait mais en fait, on a une idée de ouf, on se dit mais là ça va tout changer, tu vois, cette nouvelle fonctionnalité. Et en fait, ça changeait presque rien. Et donc là, on s'est dit non mais faut qu'on se pose et qu'on a de la data, on a du flux entrant, on a du trafic, on a des clients. Donc on va pouvoir analyser de la data, on a assez de flux pour pouvoir le faire parce que c'est un peu un modèle qui marche si tu as du trafic quoi en gros. Si c'est trop petit, enfin faut pas le lancer trop tôt non plus quoi, parce que si c'est trop petit, il faut juste produire, lancer des trucs et faire de l'acquisition. Et une fois que tu as passé cette étape-là, on va dire tu peux lancer la BTS. Faut pas le lancer trop tôt parce qu'à un moment donné, ça sert à rien de se poser sur 3 chiffres si les chiffres sont pas assez volumineux pour pouvoir prendre de la data. On va pas pouvoir avancer. Donc en gros, c'est parti de ce constat-là on a l'impression d'avoir des bonnes hypothèses qui le sont pas. Et du coup, en parlant un peu autour de nous, en parlant avec d'autres tech, d'autres products, qui nous ont dit bah commence à A/B test et voir ce qui se passe. Et donc c'est un petit peu comme ça qu'on a mis les pieds dedans. On a trouvé un outil qui faisait des choses bien et qui du coup nous permet de push sur une partie de l'audience une nouvelle fonctionnalité et de voir vraiment KPI par KPI, churn, conversion, LTV, temps sur global, combien de temps les gens y reviennent, des cohortes et des machins. Donc vous pouvez vraiment analyser toute la data sur chacune des fonctionnalités quoi. Ouais. Ok, très stylé. C'est quoi comme tool? Moi j'avoue ça m'intéresse, je suis curieux de savoir c'est quoi le tool. Ça s'appelle Statsig. Statsig, donc Okay. c'est vraiment c'est outil tech vraiment. C'est un peu voilà, c'est un outil technique, mais ça fonctionne très très bien. Et du coup là, on est vraiment entré dans ce modèle où en gros chaque fonctionnalité qu'on met en place, comme je te disais au début, mais vraiment une hypothèse. Voilà notre vision, ce qu'on en a. Ouais. On essaie vraiment de lâcher l'ego, tu vois, de dire. Il faut, t'as pas le choix quand tu fais du produit, hein. C'est ça. Parce que les features, tu les sors, t'es là, non, mais ça, c'est révolutionnaire, les gens, ils vont kiffer. Tu sors, ça change rien, tu te dis, ah non, non. ça fait mal, mais bon, c'est le jeu. Donc là, on s'est mis on s'est regardé avec Fabien, on s'est dit, non, mais là, il faut qu'on arrête de croire qu'on a des bonnes idées, il faut juste que on dise, ok, peut-être que ça peut changer quelque chose, on teste, et si c'est pas une bonne idée, c'est pas grave, on teste encore, on teste encore, et en fait, c'est juste ce modèle de prise de décision qui fait qu'au bout d'un moment, tu prends des bonnes décisions, tu vois. Plus tu prends de décisions, plus tu te dis, ok, bon, j'ai foiré là, bon, bah, peut-être que cette étape-là, tu vois, je vais y arriver, tu vois. Et donc là, au fur et à mesure qu'on a commencé à mettre des A/B tests en place, au début, on se disait, c'est cool, maintenant on peut lire, mais on n'avait toujours pas de bons chiffres, pas de big changements, tu vois. On disait, ah bah celle-là, elle a un petit peu fait mieux, celle-là, elle a un peu fait moins bien. Mais ça ne nous faisait pas permettre de prendre des grosses décisions. Et là, on a commencé à s'entourer, on a recruté des products seniors qui nous ont permis de structurer et d'avoir une vision vraiment expertise que nous, on n'avait pas, tu vois. Et du coup, là, on commence à prendre des meilleures décisions sur les développements produits, sur la copywriting, sur l'UX et l'UI. Et là, on commence à vraiment avoir des chiffres qui disent, OK, là, c'est dans le vert, là, c'est dans le vert, là, c'est dans le vert. Donc, c'était vraiment rouge. Et maintenant, on commence à faire vert, rouge, vert, vert, tu vois. Donc, c'est vers ça qu'on tend. Donc, déjà, c'est avoir le mindset de dire, je mets des A/B tests en place, c'est cool. Et ensuite, il y a encore des étapes, tu vois, à passer ok, en fait, ça fonctionne bien, cet A/B test, il fonctionne bien, quoi. Donc parfois, c'est pas significatif, tu vois. Il y a des A/B tests, tu te dis, ça a beaucoup changé, puis ça change rien. Des petits trucs peuvent avoir des gros impacts. Enfin, il y a une vraie histoire de priorisation, tu vois, de dire, ok, j'ai une liste d'idées, de tests que je peux faire, mais comment je priorise vis-à-vis business? Est-ce que, en fait, par rapport au flux entrant, est-ce que je le montre que à mes clients? Est-ce que je le montre à mes prospects? Donc, en fait, mes prospects, je vais en avoir beaucoup plus, donc je vais pouvoir
plus rapidement prendre des décisions. Quand est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que dans quel cas j'ai assez de data et dans quel cas il faut que je laisse tourner un peu plus l'A/B test? Donc pas mal de contraintes qui rentrent en jeu, mais voilà un peu. En gros, on a un tableau pour visualiser. On a un tableau avec ce qu'on veut tester, le avant, le après, avec des screens vraiment fonctionnels de ok, ça c'est la version actuelle, ça c'est la version B. Voilà ce qu'on pense que ça devrait changer en chiffres. Voilà l'hypothèse de départ, et ensuite on lance. On regarde les stats et conclusion. Ok, conclusion, qu'est-ce que ça a changé au niveau des chiffres? Est-ce que l'hypothèse de départ, elle est validée, invalidée? Et en gros, on va dire une hypothèse peut avoir plusieurs A/B tests. On se dit bon bah comment on change ça? On met plusieurs A/B tests et il faut que tu vois 3-4 hypothèses validées pour pouvoir valider la feature globale. Tu vois. Okay. Donc ouais, c'est un gros modèle, mais du coup ça nous permet de prendre des décisions dans le bon sens et pas de pousser une fonctionnalité qui en fait même parfois est vraiment à l'inverse, quoi, tu vois. En gros, pour donner un exemple un peu concret, on avait sur les offres qu'on montrait, on avait un score, tu vois, qui disait à quel point c'est possiblement un scammer. Donc en gros, on avait des checklists pour pouvoir filtrer et pouvoir afficher, de dire potentiellement c'est un scammer. Parce qu'il y a une vraie problématique là-bas, c'est que comme c'est tendu, c'est sensible à des gens qui se disent à du scam, quoi. Et donc en gros on avait ce graphique là, donc tu vois, c'était un petit diagramme avec qui t'affichait un score de 0 à 100, et en fait au début on met un truc, tu vois, assez fixe, tu vois, c'est genre 90, 50, 70, tu vois, c'est assez rond, tu vois. On lance la BTS, on lance ça et on se dit, et c'est négatif, tu vois, vraiment plus de churn, moins de conversion et tout. On se dit mais on rajoute une fonctionnalité et ça change pas, tu vois. Les gars, on vous aide. On vous aide, on vous dit quoi, que qu'il faut pas candidater à celui-là et qu'il faut candidater à celui-là, tu vois. Et on parle un peu autour de nous. Je crois à l'époque on était avec un profil créa qui nous dit mais pourquoi vous essayez pas pour que ça soit plus précis, de presque même vous mettez une range entre 90 et 95, et puis c'est pas très grave, vous savez, si c'est entre 92, 93, 94, tu vois, tu mets on va dire un petit lorem aléatoire entre cette range là, et là on pousse, et là c'est positif, tu vois. Et là en fait, ok, on se dit mais ah oui, mais en fait les gens ils avaient du coup l'impression que c'était fake, parce que en gros le chiffre il était rond, et quand tu mets 93,5, tu dis ok, il y a un vrai algorithme derrière qui a fait un calcul et qui s'est dit ok machin. Et moi on s'est dit ouais, mais en fait tu vois, ça c'est impossible à savoir sans que tu aies un A/B test en place, tu vois. Et donc là ça nous avait confirmé dans les idées que bah voilà, fallait qu'on pousse dans cette direction là, et plus on en fait et plus on arrive à prendre des bonnes décisions. Ce que je me souviens, chez Linkavista, on avait un délire comme ça autour de ça, du taux d'acceptation des backlinks sur un spot. Donc en gros, c'est un peu le truc sur 100 personnes qui ont voulu poster là-bas, combien ont été acceptés. Et la question c'était voilà, est-ce qu'on l'affiche pour tout le monde? Genre est-ce qu'on l'affiche que pour ceux qui ont 100% d'acceptation? Est-ce qu'on l'affiche, tu vois, et ce qu'on a fait, je crois, c'est si les gens ils ont pas 20 ou 30%, on les affiche pas généralement ou quelque chose comme ça. Comme ça, tu mets juste en valeur ceux qui te servent, etc. Et ouais, c'est le genre de truc. Mais c'est fou parce qu'en fait, on n'a pas testé ça. Les hypothèses, tu peux les mettre genre dans tous les sens, quoi. Tu peux, en gros, quand tu réfléchis, à chaque fois, tu peux te dire, bon, ça va avoir un truc positif, mais je peux te dire à l'inverse, tu vois, tu peux dire, en fait, afficher un truc rouge, ça va peut-être pousser les gens à aller aller chercher plus de backlinks parce qu'ils ont vu que machin. En fait, tu peux prendre le problème à chaque fois, tu le prends dans tous les sens, et tu dis, en fait, oui, ça peut faire ça, mais en fait, non, ça peut faire ça, et ça ici. Tu dis mais comment je prends une décision, tu vois. C'est un peu ce concept-là de dire. Les hypothèses en product et en marketing, très souvent, c'est des trucs où tu peux toujours les retourner. Tu peux toujours retourner et dire non mais regarde, parce que ce cas-là il marche aussi, tu vois, en fonction de qui t'adresse, de comment c'est fait, etc. Mais tellement. Et du coup, avoir la data pour trancher, c'est grave important. C'est ce postulat-là, on s'est dit mais en fait nous on sait pas, tu vois. C'est à ce moment-là on s'est dit on sait pas, tu vois. On a pris conscience du fait qu'on n'avait pas la bonne hypothèse, tu vois, on pouvait pas le savoir. Et peut-être que des profils seniors, du coup, ils ont une bien meilleure vision, par rapport à ce que nous on était à ce moment-là et qu'on est toujours, ont beaucoup plus d'expérience et pouvoir prendre des bonnes décisions vis-à-vis de ça, parce qu'ils ont vu beaucoup de choses. Mais nous, on était en mode, on avait des bons cerveaux qui réfléchissaient, qui pouvaient aller dans tous les sens, mais on n'arrivait pas à trancher, à dire ok, en fait c'est ça, et donc c'est là où on nous a permis d'avoir une vraie vision data, et on a deux profils, Fabien et moi, deux profils quand même très tech, ingé. Donc ça nous parle, on parlait data déjà au départ, donc ça coulait un peu de source, tu vois, on était en mode ok, pour comment on valide cette data, et donc le A/B test est venu quand même assez naturellement vis-à-vis de ça aussi quand même, parce que on est vraiment pas des profils très créatifs, ça c'est pas notre point fort, mais on essaie de capitaliser sur ce qu'on fait bien, et je pense que c'est là où en tout cas on est meilleur, quoi.
Ok. Bah écoute, l'avantage de et ça et du profil créa, c'est que Claude Code est venu un peu patcher ces deux problèmes-là Ouais, et c'est tous les ça. problèmes qu'on avait dans nos vies globalement. Euh, Ouais, clairement, et du coup, clairement. bon, tu me disais que tout à l'heure que vous avez pris le pas un tout petit peu plus tard que les autres, et encore que, bon, je pense qu'on Oui. reste en avance en parlant aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que ça vous a permis, vous, de votre côté, toi de ton côté à la rigueur, peut-être côté Fabien aussi, côté CTO, sur quoi ça vous a accéléré, qu'est-ce que ça vous a permis de faire? Et tu me disais aussi que ça va apporter d'autres problèmes, le problème de trop maintenant, trop de possibilités, Ouais. ça tue la priorisation, comment ça se passe? Ouais, c'est clair. En gros, on se rend compte qu'il y a tellement de portes qui s'ouvrent dans tous les sens, quoi. En fait, on peut faire plus. Et du coup, c'est vrai. On a vraiment eu ce sentiment de hype, tu vois, de dire en fait qu'on peut faire, Ouais, on peut aller plus loin, tu vois, presque avant. T'es capé, tu vois, ton cerveau il est capé par le temps que t'as dans une journée, ouais. et de dire je peux pas faire. Tout est possible. Oui, on a des idées, mais on peut pas tout faire. Et là, tu te dis, en fait, ok, je peux passer un step du dessus de, je peux produire plus, je peux réfléchir, avoir des hypothèses, avoir des analyses, avoir un moi-même qui me challenge moi, et donc je peux aller Ouais. encore plus loin, tu vois. Et donc, nous, ça nous a vraiment hype dans ce mindset-là de dire, mais en fait, tellement d'opportunités, de trucs qu'on peut aller chercher. Quand l'IA est arrivée, on s'est dit ah, c'est bien, etc. Mais on y voyait, tu vois, les limites assez rapidement entre guillemets. On était hypé, mais Des tu choses sentais qu'il y classiques, avait hein, une limite. normal, hein, comme tout le monde. Ouais, C'est ouais, tu l'as ça. touché en Tu fait, te tu l'as dis, touché rapidement. c'est ça, c'est Tu disais c'est ça. trop bien, je vais pouvoir faire plein de trucs, mais tu tapes un peu une petite limite C'est rapidement. ça. Et là, en fait, plus tu l'utilises, c'est vraiment l'effet inverse. Quoi. Plus tu utilises et plus tu dis, mais où est-ce que est la limite du Ouais, truc, ouais. tu vois? Tu dis, mais où est-ce que ça s'arrête, tu vois? Genre, que ça soit peu importe le sujet, financier, comptabilité, marketing, tech, enfin, tu dis, mais où ça s'arrête, tu vois? Ah, j'ai 100% accepté que c'était moi la limite maintenant. Ouais, Je suis là mais c'est genre, ça. je la taperai pas moi, ça va être moi et ma capacité la limite avant Mais que c'est ça soit ça. ça. Ok. C'est la limite, c'est toi et à la limite la machine, parce que du coup il y a quatre onglets ouverts, il y a Chrome machin qui va faire des trucs. Du coup moi mon ordi il en peut plus, donc je sens qu'il va Ouais. falloir que je prenne un ordi plus puissant pour aller faire plus de tâches. Mais les prises de décision c'est toi qui les prends, tu vois. Donc lui il peut prod, mais à chaque fois tu sais, il va te dire ok est-ce qu'on fait ça ou ça, et toi tu dois poser ton Ouais. cerveau et te dire ok c'est moi qui prends la décision quand même. Mais donc ouais, ça nous a vraiment permis d'aller plus loin, et pour donner un peu plus de vision là-dessus. En gros, moi, ça m'a permis d'avoir une vision quand même sur la tech et le dev, Ouais. qu'en gros qui est géré aujourd'hui par Fabien. Et moi, quand tu vois, je vais avoir des questions au niveau du market, de ok, est-ce qu'on a fait ça, comment c'est quoi les chiffres côté base de données, etc. Bah là, en fait, je suis connecté au code à la base de données de Fabien, et en fait, je vais juste Tu l'as poser des directement questions, quoi. et, euh, Ouais. et au moins, bah, j'ai mes réponses plus rapidement sans que et Fabien en fait au début il faisait ça, il prenait ma question, il mettait dans Claude Code faisait une réponse et il me la renvoyait, tu vois. On s'est dit Ouais. bon juste pose direct la question, tu vois, parce que lui typiquement il fallait qu'il aille fouiller, qu'il aille regarder ses Bah ouais, datas ouais, machin, ouais. et qu'il fasse un retour. Là en fait oui juste bah réponds-lui, tu vois. Ouais. Et donc ça m'aide pas mal, c'est ce qu'on a commencé à mettre en place. Et du coup, moi, ça me permet d'être plus efficace dans mon market, dans les messages qu'on fait passer, dans les features, dans la data réelle de j'ai lancé ce message-là, qu'est-ce que ça a eu comme impact, quel client on a fait sur ce truc-là. Ouais. Donc, et cette fonctionnalité, comment elle fonctionne, ok, bah, je peux la marketer parce que je l'ai bien comprise. Enfin voilà, sur vraiment tous les sujets. Et du coup, on a plus de liens, tu vois. Enfin, c'est ça, le market et le product sont, on Plus avait un peu facilement cette connecté problématique quoi. là, ouais, c'est ça, plus facilement Ouais. connecté. On avait un peu cette problématique de vendre un produit, peut-être même survendu par rapport à ce qu'on avait. Et du coup, tu as un peu ce truc Ouais. déceptif, tu vois. Et donc là, on essaie de beaucoup plus s'aligner. Et Claude a permis ça. Donc ça, c'est un sujet. Et après, il y a un sujet data. Bon, du coup, c'est la suite logique. Mais en gros, du coup, là, il est connecté à tout ce qui est possible aujourd'hui, à mes comptes ads, à mes comptes Meta, à mes comptes Brevo, à mon Google Analytics. Et du coup, je peux avoir une Ouais, c'est fort. centralité de la donnée qui Ah fait que je ouais, dis c'est monstrueux. vas-y, fais-moi un audit du compte ads. Et du coup, il va regarder Analytics, il va regarder ads, il va aller checker peut-être même le SEO, de voir s'il y a des mots-clés sur lesquels on n'est pas positionné et machin. Et là, tu as un truc. Et puis, tu rajoutes des skills, tu sais, les compétences en plus, qui fait qu'il est vraiment Ouais. expert sur chacun des sujets. Tu dis, allez, c'est bon, la Putain, quel limite truc. plaisir quoi. C'est Incroyable. vrai que connecter toute la data market pour faire vraiment un gros copilote market qui est Ouais, énorme c'est et ça. sur lequel tu as toutes les questions et en fait tu n'as plus besoin de te connecter à 20 interfaces Ah Facebook pour ouais. faire du VLOOKUP dans ton CSV, etc. etc. Non, là, il va chercher la C'est data monstrueux partout, pour quoi. le coup. Il va chercher la data partout, donc là pour prendre des prises de décision, c'est vraiment incroyable. Donc centralité de la data, il y a un sujet production aussi. Donc là typiquement on fait sur la partie mailing, bah, il va me créer les workflows, il me crée les Ouais, workflows, il me crée les mails, il me crée la copie.
Et juste je lui dis ça, je lui dis bah ok, bah vas-y, on s'aligne un truc au départ. Donc je commence une conversation, Ouais. je lui dis voilà ce que je veux, voilà machin. On fait quelques itérations. Et ensuite je dis ok, bah vas-y, valide, je te laisse aller créer. Et du coup là, il est connecté à Brevo, tu vois, notre outil de mailing, et il va créer le workflow, il va créer les segments, il va chercher les trucs. Et moi je fais autre chose, tu vois. Et je vais réfléchir à d'autres sujets. Donc c'est là où c'est assez fou, c'est que presque on fait 3 choses en même temps. Donc d'un point de vue production, ça me permet d'être beaucoup plus productif, quoi, parce que je peux Ouais. faire plus de choses. Donc Ouais. ça c'est très fort. Et le dernier sujet, je dirais, en tout cas que nous ça nous impacte, c'est sur la partie organisation de la boîte en général, tu sais, chefferie de Ouais. projet, où en gros on a branché un outil ClickUp, je sais pas si tu connais, Ouais. qui est du coup en fait on était sur Notion à la base et on n'est pas des personnes très organisées pareil à la base. Du coup, en fait, Notion permettait de faire comme de build un peu comme tu veux, mais du coup, en fait, il y en avait partout. Il y avait Ouais. des idées qu'on avait mis dans un endroit, machin, etc. Donc, on avait besoin pour des esprits qui partent dans tous les sens d'avoir une solution structurée. Donc, c'est pour ça qu'on est passé Ouais. sur ClickUp. Et du coup, ClickUp est branché à Claude. Et du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est que dès qu'on fait des meetings avec Fabien et que du coup, il y a plein d'idées qui émergent, et ben en gros Claude à chaque fin de meeting va chercher le récap de la réunion. Tu sais, on a Ouais. les IA là qui sont connectés, il regarde et si on a listé des tâches qu'il fallait faire, bah il les prend et il les met dans ClickUp dans le bon dossier qui correspond à ces tâches là. On met un petit tag, tu vois, genre tâche générée par IA pour qu'on ait une vision un peu différente. Mhm. Et du coup, moi, on perd rien. Et tu sais, t'as un peu de décharge mentale de dire quand t'as plein d'idées qui popent de partout, tu te dis mais Ouais, où est-ce ouais, que ouais. je la Tu sais note, plus où comment les je la mets, stocker, tu sais plus, tu te comment dis la prioriser, etc. comment tu C'est un la enfer, ouais. Ah, je priorises, vois bien. et du coup et donc là en fait on a presque même cette décharge un peu mentale de dire ok mais c'est stocké quelque part dans tous Ouais. les cas, c'est même structuré dans notre ClickUp machin, on sait quand est-ce qu'on doit y revenir, on sait comment il faut la prioriser, Ouais. et ça a beaucoup de valeur pour nous quand on avait plein de sujets, quand tu essayes de gérer 15 canaux différents, tu dis qu'il y a Mhm. 15 idées, il y a la gestion de la boîte, financier, Ouais. compta, machin, tu dis il y a 15 sujets 30 sujets à traiter, tu dis bon, comment je m'organise, et ça aide vraiment pas mal, quoi. Ah, ok, 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 très stylé. Bon, bah écoute, c'est impressionnant à voir en vrai. Les gens qui ont sauté les deux pieds dedans, j'ai une autre boîte que j'ai eu en discussion qui était ClickUp aussi et qui était pareil, qui avait tout lancé en mode full IA et Ouais. c'est très fort. Je me suis dit, putain, j'étais impressionné. Honnêtement, j'étais impressionné et même la qualité des recos SEO qui étaient faites par IA. Bon, t'en as une sur deux qui sont un peu tricky parce qu'au niveau Ouais. rendering et tout, c'est pas, voilà, c'est bien Mm. d'avoir un œil humain, mais ça te prémâche le travail à une vitesse assez folle. Ouais, Donc, ouais, très, très là-dessus, impressionnant. la partie SEO, faut qu'on aille un peu challenger. Là-dessus, j'ai commencé à me mettre un peu de matin de voir ce qu'il était capable de faire. Là, c'était un peu l'edge, etc. Donc là, j'ai connecté un peu tous les outils. Hein, je vois un petit peu ce qu'il est capable de faire et même pour aller challenger, d'aller plus loin, tu vois. Donc, Ouais, ouais, c'est assez putain, trop puissant. bien quoi. Ouais, Et très après, très fort. voilà, il reste quand même une vision expertise qui, dans tous les cas, qu'il faut avoir pour pouvoir prendre certaines décisions, tu vois. C'est toi qui reste aux commandes en fait. C'est le truc qui est C'est important, ça. mais ça te permet de développer ta productivité, ton accès, ta vision, les datas, etc. Donc c'est vraiment c'est top là-dessus quoi. Ouais, là-dessus, c'est vraiment notre vision. Enfin, en tout cas, la manière dont on l'a prise. Et j'ai l'impression que, enfin, je sais pas, j'ai pas encore trop eu l'occasion de parler avec des gens qui ont vraiment encore deep dive le sujet, mais j'ai l'impression que la manière dont tu le prends, elle peut être un peu différente, tu vois. Nous, on a une structure, on a pensé une structure, mais je pense qu'une autre personne peut la prendre d'une manière différente et ça peut l'aider dans une autre manière. Donc, tu sais, c'est pas une Ouais. ligne droite de voilà comment utiliser Cloud Code, tu vois. Tu peux vraiment l'utiliser, je pense, de différentes manières. Donc, ouais. Ah, c'est super intéressant en vrai, c'est top. Noté. Eh ben écoute, ça fait vraiment plaisir. En vrai, j'arrive un peu à la fin de mes questions. Je t'ai posé tout ce qui m'intéressait, Romain. À la rigueur, Cool. toi, ce que je vais te poser comme question pour te laisser un petit mot de la fin, c'est ça serait quoi les 3 conseils que tu donnerais à nos entrepreneurs qui veulent faire du SaaS, aux gens qui cherchent à entreprendre sur le web ou hors le web hein, d'ailleurs, mais je pense que tes conseils sont particulièrement pertinents pour tout ce qui est SaaS et solutions, Ouais. puisque c'est un domaine sur lequel tu maîtrises bien. Et tu dirais que c'est quoi, toi, alors qu'il y a tes trois top conseils de la fin? En gros, je dirais premier modèle, ça va calquer sur ce qu'on avait fait. On a fait plein d'erreurs, mais c'était positif. Donc en gros, le premier modèle, je dirais de lancer quelque chose, même si c'est pas parfait, c'est genre le meilleur truc à faire. En gros, vraiment Ouais, ce modèle de MVP et de POC et de dire en fait juste il y a une solution. C'est pas grave si elle est pas parfaite, donc visuellement c'est moche. C'est pas grave. En fait, juste s'il y a de l'attraction, il y a de l'attraction et même tu perds pas de temps à tous les modèles de moi ça me parle pas mais dans certains sens ça a du sens,
de 3-4 ans de R&D, de on développe un produit, etc. Moi, ça me parle pas du tout, tu vois. Là, je suis en mode, mais juste, prends un mois, tu dev, et même aujourd'hui avec Cloud Code, tu dev ta solution, même en une semaine, c'est fait. Tu lances sur le marché et tu vois ce qui se passe, tu vois. Et là, tu auras des retours utilisateurs et tu prends tes retours utilisateurs et t'avances. Et je pense que c'est le meilleur modèle de juste produire et lancer sur le marché. Et du coup, en deuxième, je dirais, avant de se lancer sur, et pareil sur le même modèle qu'on a fait, avant de se lancer sur les canaux classiques d'acquisition de ads, de SEO qui prennent du temps, de tous ces canaux un peu classiques, d'aller voir s'il n'y a pas des techniques de growth hacking que tu peux aller chercher avec de l'automatisation, avec de la prospection, avec de l'envoi automatique, avec une base d'audience de quelqu'un qui l'a mais qui l'exploite pas, et se creuser un peu la tête là-dessus pour essayer de trouver des hacks qui vont du coup pouvoir t'as développé ton POC, ton MVP, et juste faut trouver la bonne audience et la bonne manière Le comment premier lui client, envoyer. quoi, Le la premier première traction, client. quoi. Et à mon sens, ça passe pas forcément par les canaux classiques. Il faut juste essayer d'être un peu malin et se creuser un peu la tête pour trouver des solutions. Donc, est-ce que c'était de la chance qu'on ait trouvé sur la bonne personne au bon moment? Peut-être, mais au moins, je pense que ouais, ça, de se poser cette question-là, essayer de creuser là-dessus, ça peut. Enfin, nous, ça nous a vraiment aidé. Donc voilà. Et un troisième conseil. Tac, tac, tac. Premier client. Qu'est-ce qu'on a parlé d'autre? Si je dirais peut-être un peu plus global. Tu vois, je pense à un truc d'entrepreneur, l'ego. Tu vois, je suis un peu dans ce truc en ce moment d'ego, tu vois, où je pense je suis toujours jeune, mais j'avais beaucoup d'ego à un moment donné et du coup, tous les retours, tu sais, c'était difficile de pouvoir être critiqué, etc. Et en fait, au fur et à mesure que j'avance, je me dis en fait, faut juste pas mettre d'ego dans la vie, dans les retours et dans l'entrepreneuriat, quoi. Et juste de dire d'être ok avec tous les retours que tu vas recevoir et de mettre ton ego de côté. Alors bon, parfois faut le garder parce que ça te permet d'être fort au quotidien, mais je pense que ouais, voilà, pour les personnes qui ont beaucoup d'ego et qui veulent entreprendre, c'est pas une qualité à mon sens qui est vraiment bonne pour pouvoir entreprendre, Qui et va ça beaucoup risque aider, de quoi, bloquer de te bloquer sur certains endroits. Et moi, je me sentais capé sur des trucs où je me disais non, mais en fait, je sais faire ça. Je veux pas qu'on me dise comment le faire, je sais le faire. Mais en fait, juste partir de ce postulat-là il y a des personnes qui sont meilleures que toi, il faut juste exploiter ça, tu vois, aller chercher autour de toi, aller chercher de l'expertise autour de toi pour toi te faire grandir et du coup mettre cet ego de côté. C'est ce que je suis un peu en train de challenger en ce moment, et du coup, je pense que c'est un bon mot de la fin. Ouais, ok, bah écoute, merci beaucoup pour ce mot de la fin, ça fait plaisir, je suis assez d'accord avec tous ces conseils. Bah écoute, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, pour l'interview, pour la Ouais, c'est discussion, très c'est grave intéressant. intéressant. C'était un Et bon puis, exercice. Merci de l'invitation. J'étais ravi de partager tout ça. Et puis voilà, s'il y a d'autres questions, on s'en reparle. Mais c'était trop cool. top, merci beaucoup. Merci Allez, Léo. bye Ciao, bye, ciao. bonne journée, salut.